Bonjour Mathieu, bonjour Mélanie, bonjour Julie. Je Bonjour vous Claude. propose une nouvelle enquête concernant le modèle Janus. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent sur ce thème du modèle Janus? Alors moi, ça me montre un entonnoir. Ouais, La première image, c'est je vois un disque. C'est un disque qui existe, enfin une forme de disque qui existe, ancien, et en cercle comme ça, même en spirale. Il y a plein de, de symboles, en tout cas d'écritures que je ne connais pas, qui fait tout l'objet. d'accord. C'est comme si cet objet, c'est un disque en pierre, était là pour représenter un modèle qu'on a l'air de redécouvrir maintenant, mais qui est présent depuis très longtemps, et que certains humains avant, ou êtres, pardon, avaient essayé de décrire ou d'écrire. D'accord. Ok. Alors moi, quand tu as dit ça, c'est presque comme si c'était un peu dans la continuité de ce qu'on a observé sur la Lune. Tu me redonnes le nom. Ginamesh. Ginamesh. Et alors, j'ai pas eu d'entonnoir. Au contraire, j'ai eu une ouverture, mais avec plein de points qui s'illuminaient. Alors c'est comme des points d'information et ça fait un mouvement global et en même temps centré sur ces points. Enfin, toi, c'est comme si ce qu'on pouvait observer sur un entonnoir d'un modèle s'était complexifié. Ça avait ouvert un autre champ beaucoup plus large que sur un premier modèle, un premier modèle d'observation. Ok. Donc effectivement, c'est un modèle cosmologique qui intègre les masses négatives et donc qui décrit l'univers en tant que variété équipée de deux métriques. Un peu comme tu voyais l'entonnoir, Mathieu, comme s'il y avait Ouais, c'est ça un double que j'ai. entonnoir. Ouais. Alors, c'est même dommage que tu me le décris parce que c'était ça qui me disait j'ai un homme en face de moi et qui est vaillant. Il a une sacrée énergie. Il m'explique, bah si, regarde, en fait, tout ce qui est positif et négatif, tu peux rentrer dans un plan. Alors, comment il utilise il y a des mots que je maîtrise pas bien. Un plan dans lequel tu peux, comme une espèce de trou noir, rentrer pour accéder en fait à un autre plan de la réalité. Il me dit qu'il aurait pas dû utiliser Janus. Alors c'est quoi la méthode Janus? C'est quoi que tu as dit? Modèle. Modèle Janus. Parce que les gens comprennent pas et qu'il aurait dû utiliser un autre terme. Et c'est bizarre parce qu'on a une sorte de conversation où je lui explique qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans sa définition. Parce que en fait, il le prend d'un plus, d'un moins, alors que si tu accèdes au moins, tu vas dans le plus après, et que tu peux passer d'un plan dans un autre, et expliquer justement une sorte de multidimensionnalité de l'espace. Alors qu'est-ce qu'il explique? Il explique que avec sa théorie qui est incomplète, il me montre comme s'il manquait 20%. Et que ces 20%, il les a pas trouvés. Et que sinon, il comprendrait le système de déplacement dans l'espace et qui pourrait surtout alors, qu'est-ce qu'il dit? Le faire expliquer aux autres. Parce que c'est ça où il n'arrive pas. Attends, il parle trop vite. Alors, il m'explique que non, je pense qu'il fait des calculs. Ça doit être une sorte de physicien ou de
quelque chose comme ça, qui fait des Je demande calculs. si c'est Andrei Sakharov. Sakharov, ça me fait penser à un joueur d'échecs. Alors, il me parle de quoi? Il me dit non, mais lui, il est trop bien. Il, alors, l'autre me paraît mort. Celui avec qui je parle, j'ai l'impression qu'il est toujours vivant, parce qu'il parle au présent. Et Sakharov, c'est ça? Zakharov. Zakharov, ok. Il me dit qu'il avait compris un mouvement. Je comprends pas ce qu'il me dit. Mais qui s'est basé justement sur ses recherches pour continuer les siennes. Alors effectivement, le modèle Janus, c'est Jean-Pierre Petit qui est vivant, qui l'a développé. Il s'est basé sur les études de Sakharov, un russe. Sakharov. Andrei Dimitriv. Alors attends, je reste Sakharov. sur ce qu'il montre. Il m'explique que sa théorie pourrait comme expliquer les mouvements justement dans l'univers et qu'il y a des raccourcis qui seraient utilisés par des trous noirs pour pouvoir accéder à d'autres plans de réalité, mais qui seraient toujours le même plan de réalité. Sauf que moi, je lui explique comment il intègre justement les différentes multidimensionnalités dans lesquelles on pourrait passer par des espaces multidimensionnels pour accéder à d'autres plans dimensionnels et pas rester sur le même plan dimensionnel. Donc là, on discute. Intéressant. Je lis. Oui. Le disque là que j'observe, ça rejoint. Alors, Mathieu a dit beaucoup de choses, mais si on suit les différentes informations, c'est comme des étapes à transmettre, et ça crée un vortex comme ça, la spirale, et un vortex qui devient un point de passage, et c'est comme si chacun des symboles donner une information pour pouvoir avancer sur l'autre étape et peu à peu comprendre le mécanisme de passage vers l'entonnoir. Et voilà, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas transmettre un mode d'emploi ou un outil simplement qui serait applicable à toute personne qui pourrait le traduire. On a vraiment une notion de niveau de fréquence de la personne qui c'est même pas utilise, qui s'imprègne de ce modèle et qui permet de l'utiliser en fonction de son niveau de fréquence. Et que le point qui manque ça me met le point cœur, ce point-là, en même temps le tout et le rien qu'on a au centre de nous, qui est notre centre de gravité. Okay. Et qu'à partir de ce point-là, moi, quand j'observe le disque, en même temps, ça me permet de rester complètement entièrement dans ma matière, et en même temps d'avoir accès à une information beaucoup plus grande, mais à partir de mon corps incarné. Ce qui est particulier par rapport à mon fonctionnement habituel quand je cherche l'information, où je mets ma conscience dans les plans de fréquence très hauts, donc j'ai pas conscience de ma matière. Et que là, ça peut partir de la matière. Ok. Mélanie? Ah, Mathieu? Désolé. Vas-y, Mélanie. Alors moi, j'étais vraiment sur l'observation de ce système complexe. C'est comme si j'avais... alors c'est Jean-Pierre Petit, c'est ça? Celui oui. qui a créé ou modélisé le modèle Janus. Il observe avec un grand sourire. Il est sur une énergie vraiment sur une belle énergie de cœur et d'ouverture. Et je vois comme si ce modèle-là sortait comme ça de son cerveau, comme si c'était une bulle avec tous ces points. Et en même temps, il y a un mouvement. Alors, d'observer trop longtemps, ça m'a fait tourner la tête. Et il y a cette
complexité. Alors, je ne sais pas si c'est autisme d'Asperger, mais en tout cas, ou HPI, mais en tout cas, c'est très très complexe ce qu'il montre, et que sa difficulté, c'est de pouvoir traduire tout ce qu'il a. C'est comme s'il avait, sa conscience supérieure avait compris beaucoup d'informations et qu'il devait la traduire. Mais en fait, c'est comme si ce qui était traduit était quelque part mis à plat et qu'il n'avait pas encore les mots ou les dessins pour faire comprendre un peu ce que disait Mathieu dans cette notion de multidimensionnalité et qui n'est pas une polarité, mais qui a un changement de dimension. Et c'est marrant, c'est comme s'il écoutait. Alors, c'est pas que écouter ce qu'on dit verbalement, mais plutôt des informations qu'on observe. C'est-à-dire que ce que nos mots qui essayent de traduire ce qu'on perçoit sont très limités par rapport à ce qu'on perçoit. Et comme si pour lui, c'était une façon d'accéder à l'information. Et voire même pour nous, pour comprendre son modèle, il faut quelque part être aussi en état modifié de conscience. C'est un peu ce que je lui disais, qu'il y a une chronologie pour comprendre son modèle, et en fonction de l'état modifié de conscience dans lequel on est, on peut de plus en plus appréhender la complexité de ce qu'il a compris. En fait, cette part de lui avec laquelle on discute, elle connaît déjà tout. Et il m'explique que c'est comme déjà difficile de faire intégrer ce point-là. Alors il m'explique que ce qu'il veut faire comprendre, c'est comme déjà une réduction de ce qu'il a compris, mais que même ce point de réduction est déjà difficile à faire comprendre autour de lui. Et il m'explique, pourtant c'est très simple, il me dit que dans l'univers, en fait, ils ont comme détecté une oscillation de l'espace-temps. Donc tu vois, ça oscille comme ça. Et que s'il y a une oscillation, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui n'est pas que dans un sens, parce que c'est un mouvement dans un sens et une résistance dans l'autre. S'il y a un mouvement, il y a forcément une sorte de cycle de mouvement, et que du coup, il y aurait la possibilité de passer par des points pour renverser l'espace. Et du coup, dans cet espace, tu peux justement, l'espace-temps, accéder dans un point et revenir dans un autre. Et ce que j'avais dit avec les multivers, en fait, c'est quelque chose qu'il connaît, mais que de le mettre dans la matière et arriver à expliquer juste sur notre niveau, sur notre disque, comment ça fonctionne, c'est déjà difficile. De commencer à expliquer que une fois que tu as compris ça, tu peux l'intégrer et l'intercombiner avec d'autres plans fréquentiels pour accéder à des plans plus hauts, enfin plus haut ou plus bas, mais en tout cas sur différents niveaux. Là, c'est encore plus, tu perds tout le monde. Et il insiste par contre sur les 20% qui manquent à son plan Janus. Alors je sais pas pourquoi Janus, moi ça me fait penser à des statues, je sais pas, tu sais, des statues grecques qu'on voit dans les musées. Je comprends pas pourquoi, je sais pas s'il y a un lien, je sais pas, je comprends pas trop. Déjà le fait rire, Alors le modèle Janus, c'est par rapport à un dieu qui regarde dans les deux sens, dans les deux directions, parce que justement le temps s'écoule du coup dans les deux directions avec ce modèle. Il y a des masses négatives qui est intégré, et ça explique l'expansion de l'univers. Et ça fait plein de prédictions avec ce modèle, où ça s'avère juste jusqu'à présent. Il y a eu plein de prédictions qui ont été confirmées. Donc c'est là qu'on dit que ce modèle est vraiment révolutionnaire, pour le coup, de pouvoir expliquer tant de choses. Le modèle qui est présenté sur le papier est très très simplifié par rapport à ce qu'il nous montre. Et alors que je pourrais pas décrire parce que c'est un ensemble d'informations, mais c'est presque comme s'il avait eu la clé. Je vois vraiment un petit bonhomme d'un certain âge, très souriant, et il a, de ce qu'il m'a montré, la qualité de ne pas avoir d'ego ou de mental surdimensionné, comme peut-être pourraient en avoir certains scientifiques, et que du coup il a cette ouverture de transmission qui lui permet, il y a vraiment cette transmission à l'autre par à la conscience, et que dans les mots qu'il utilise et ce qu'il a mis sur le papier, il y a comme des clés, il a mis des clés
alors de compréhension, clé d'ouverture, pour que celui qui est prêt à l'ouvrir puisse ouvrir et accéder à un niveau de compréhension de son modèle. Ouais. Effectivement, il explique que ça se représente en 2 formules mathématiques, ce modèle, alors que Einstein en avait une. Là, en démultipliant, ça permet d'expliquer tout le fonctionnement qui jusqu'à maintenant ne s'expliquait qu'avec la matière noire. On extrapolait avec l'énergie noire, plein de concepts qu'on n'arrive pas à prouver, alors qu'avec son modèle, on explique tout. Ouais. Il me reparle de cette validation. C'est comme si ça fonctionnait à 80%, que ça avait été confirmé, qu'il restait 20% pour blinder je sais pas, c'est peut-être ses maths ou je sais pas ce qui. En tout cas, je confirme vraiment les qualités humaines de quand on prénomme son nom. Alors moi, je connais pas trop. Jean-Pierre Petit, Je connais pas. Peut-être je une verrai. personne âgée qui a 86 ans. Et qui est très souriant, avec beaucoup d'humour, qui a effectivement vulgarisé la science à travers des BD qui sont très Alors, je connais pas. Je connais Guimand qui est un physicien, qui vulgarise ce genre de choses, mais en tout cas, je vois une très belle énergie, très lumineuse et qui, en tout cas, très dynamique. En tout cas, vraiment, il est volubile, il veut partager ses recherches et être dans. J'ai même l'impression que ce que l'on fait là, ça l'intéresse. Ça intéresse. Tu vois, il aurait pu. S'intéresse à tout. Ouais. Mathématicien, astrophysicien, touche à tout. Ok, bon, ça confirme, tant mieux. Ouais. Mais du coup, il est mis au banc un peu de cette actuelle. Est-ce que du coup, on le met au banc de la science actuelle? Ouais, on le met au banc. Pour moi, ça en fait, ces théories ne sont pas mises sur le devant de la scène. Est-ce que vous avez une explication de pourquoi? Il me dit que les scientifiques, il faut qu'ils décèdent pour être reconnus. Un peu comme les artistes. Sinon, c'est ce qui m'était montré dans sa posture par rapport à ce qui était présenté. C'est comme si c'était détaché de la part mentale et de reconnaissance. Et par contre, il a compris ça, que c'était ce qui permettait à son modèle, à ses recherches de se développer encore plus. Donc, si tu observes d'un point de vue de la science, ça peut être traduit comme une non-reconnaissance, mais alors lui, intrinsèquement, c'est pas comme ça qu'il me le montre. C'est la liberté de développer ce modèle sans être dans le carcan du groupe scientifique qui l'attaquerait encore plus fort s'il essayait de rester avec ses pairs. Alors en fait, finalement, il a une base très solide. Ouais, il n'est pas tout seul non plus. Il cherche le débat. Ouais, parce qu'en fait, ce qui m'explique, c'est que c'est pas très grave. Au fond, c'est pas très grave. Et que lui, il s'attelle à son. Je sais pas, je le vois comme prendre de la hauteur avec tout ça, et puis de voir, et puis dire bon, c'est pas grave, ils finiront par comprendre. Et puis, tant pis si c'est pas le cas. Et je vois pas comme il faut absolument que ce soit reconnu pour lui. Mais que c'est quand même dommage qu'ils comprennent même pas ça. Il y a un côté de lui qui se dit mais attends, genre, on en pourrait aller tellement parce plus loin. entendre, voilà, c'est ça, on peut voyager du coup à l'autre bout de la galaxie. Même, tu vois, comme s'il avait tout bien ficelé son truc en se disant c'est bon, tu vois, j'ai vulgarisé ce que intrinsèquement j'avais compris, et qu'on pourrait aller tellement plus loin, et que même ça, ils sont en train de débattre. Et que pour lui, j'ai l'impression que ça prend du temps. Mais en fait, ils veulent pas débattre, les autres scientifiques avec lui, ils l'ont boycotté. Comme mis au banc. Je sais rien, je te dis ce que j'en comprends. Hein. Ouais. Ce qui me montre, c'est que le monde scientifique, il y a une couche comme ça qui est très rigide, qui suit une doxa et très commerciale, et que lui est sur une autre couche un peu pas inférieure. Ça me la montre dessous, c'est pas inférieur, mais qui est cachée par cette masse rigide, et que dans cette partie-là, dont il fait partie des scientifiques, il y en a une partie qui est encore interconnectés avec les scientifiques qui sont figés dans leurs recherches quelque part, qui suivent qu'un chemin prétracé, et que la partie
qui s'extrait progressivement de cette partie-là figée, reste quand même en communication et qu'elle est de plus en plus grande en fait. Mais on s'en rend pas compte parce que y en a qui ont toujours les deux pieds dedans et que c'est juste aussi cette situation. D'accord. Et qu'il y a visiblement des concepts scientifiques qu'on a comme approuvés, et que visiblement le fait de les avoir approuvés, c'est devenu une base commune de travail, alors que lui s'est rendu compte que certaines étaient fausses. Ouais. Alors il me parle ça a l'air d'être la théorie des cordes, par exemple, de Einstein, et que comme si c'était un modèle, un truc génial, genre il avait visionnaire, alors qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et que tout le monde se base là-dessus ou sur certains principes pour leurs recherches, sans se demander si la base sur laquelle ils commencent est vraiment si viable que ça. Et que du coup, ça les emmène dans des directions et ils s'entêtent dans... C'est exactement ça qu'il dit. Ouais. Ok, bah tant mieux. Ouais, c'est ce qui explique. Mathieu, vu que tu es en communication directe, est-ce que l'information que Julie a vue là sur le disque, je ne sais pas si c'est pas un disque du Bénin, est-ce que c'est une information qui lui parle? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le disque de la dimension sur laquelle on est. Je ne sais pas ce qu'est celui du Bénin, mais que justement on est sur notre espace, la plage fréquentielle sur laquelle nous sommes, sur laquelle reposent tous les univers, toutes les constellations, et où on est vraiment à l'extrême, enfin un des extrêmes, et que justement il me montre que avec les points de passage, c'est comme si tu pouvais, en passant par un de ces points, accéder à un autre point qui se situe de l'autre côté, mais tout comme... alors attends, c'est complexe ce qu'il me dit. Techniquement, en fait, tu rentres dans un point et tu passes de l'autre côté, mais en fait, tu peux aussi le voir, tu passes dans un point et tu ressors à l'autre extrémité. C'est ça qui m'explique. Donc c'est à la fois une espèce de disque, et C'est une je sais pas représentation. comment expliquer la forme que ça donnerait s'il fallait se l'imaginer. C'est comme si tu pliais le disque en même temps que ce soit un disque pour visiblement accéder à l'intérieur. Et... je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu avais une pizza qui était plane pour l'expliquer et qu'en fait tu pouvais la replier pour accéder de l'autre côté. Je sais pas. Est-ce que c'est une singularité ce qui est représenté? Ça a l'air d'être non. Je sais pas ce que tu... Non, c'est parce que c'est oh, tu pourras couper, mais en psychonomie, il y a un modèle aussi. Et le disque, alors c'est pour ça que je me souviens plus, il est évoqué, le disque du Bénin, et nous on utilise l'Ouroboros, mais qui est pareil, une représentation très ancienne d'un serpent qui se mord la queue, et qui est une représentation un peu de vortex, et c'est posé sur ce qu'on appelle une singularité, c'est un terme quantique, qui est un point de passage de tangence entre deux univers, deux plans, deux champs d'information. Ok. Ça n'a pas l'air d'être la même chose. D'accord. Et pour revenir sur le modèle Janus, donc ils expliquent que ça résout 8 problèmes majeurs. Donc le premier, c'est la barrière de l'instant zéro qui n'existe plus car le temps de Planck diminue dans les mêmes proportions. Le deuxième, c'est la dissymétrie entre matière et antimatière, car la formation des baryons plus rapide que les antibaryons, donc d'où le nom de Janus qui regarde dans un sens et dans l'autre. L'homogénéité du rayonnement fossile, car la vitesse liminique entre les particules possibles, constante variable. La structure de l'univers en filaments et grand vide validé, donc simulation informatique du centre qui a montré que c'était juste. Stabilité des galaxies en rotation, car conservation sur plusieurs tours. Un tour vaut 250 millions d'années. Accélération de l'expansion cosmique, car la vitesse de la lumière est plus élevée si la masse est négative. Distance apparente plus courte. Le grand repeleur, le conglomérat nuage de masse négative et ralentissement des sondes Pioneer,
en présence d'une faible densité de matière négative et la courbure locale de l'espace anormalement importante. Donc vraiment des observations qu'on fait qui là sont validées par le modèle Janus, qui devrait du coup avoir le prix Nobel comme Einstein l'a eu pour cette découverte. Et pour l'instant, en tout cas, c'est comme s'il était ostracisé, quoi. Vraiment, aucun scientifique ne peut communiquer avec lui. Alors, apparemment, Tesla l'a pas eu, donc ça lui fait plaisir. J'ai pas l'impression qu'il ait une énorme rancœur. Alors, je sais pas, je connais pas ce monsieur, mais qu'il est vraiment, ça fait partie de ses priorités que d'avoir ce genre de choses, de récompense. Alors non, il disait bien que c'était pas la récompense qui l'intéresse, c'est justement au contraire de pouvoir permettre de reconnaître son travail, et ce qui l'embête, c'est qu'on lui dise qu'il a tort, et que ça l'embête beaucoup, parce que il sait c'est comme tout scientifique, je pense, il aime ce qu'il a fait comme recherche et il est persuadé qu'il a raison, et qu'on vienne lui dire qu'il a tort. Il voit le potentiel Oui, voilà, c'est ça. Ces avancées, de ces découvertes pour le commun des mortels. Et du coup, on est privé, un peu comme Tesla d'ailleurs, on a été privé de toutes ces découvertes. Justement, tu vois, la reconnaissance du commun des mortels, ça l'enrichit intérieurement énormément. C'est quelque part, il touche, alors pas de façon aussi peut-être haut intellectuellement, qu'il pourrait faire avec des scientifiques, mais il touche un plus grand nombre de personnes que la masse des scientifiques. Et ça, c'est super important. D'accord. J'ai l'impression que ça vaut vraiment le coup d'aller regarder justement les recherches. Parce que moi, ça me paraît très, très lumineux et très correct de ce que je vois. Je sais pas, ça me paraît plutôt positif. Beaucoup, effectivement. De pouvoir développer ce modèle Janus. Et d'arrêter du coup de dépenser des milliers de cents sur des modèles qui n'ont jamais abouti malgré tout l'argent qu'ils y ont mis dedans, comme la théorie des cordes. Effectivement, Jean-Pierre Petit en parle, qu'on a dépensé beaucoup d'argent là-dessus alors qu'on n'a jamais validé ces théories et que ces théories à lui ont quand même un potentiel assez incroyable et on ne met pas un copec dessus. Ouais, ça me montre en fait on avance le temps. C'est comme si moi je vois toujours son modèle et ses découvertes comme quelque chose de grand, mais qui vient diffuser dans tout un champ de conscience, et en effet au-delà de la reconnaissance scientifique. Et c'est comme si cette compréhension était en attente de ce qu'on a vu tout à l'heure, où il y avait une élévation de champ de conscience des humains, que ça c'était peut-être pas visible tout de suite, mais vu avec l'hypnose, on le voit, même si ça ne se voit pas dans le quotidien, et que cette information qu'il a observée va venir à un moment vraiment rencontrer un grand nombre de personnes qui ont élevé leur niveau de conscience, et va avoir un effet amplificateur. C'est comme si quand ça allait en rencontre, comme des dominos, ou comme si ça allait éclairer quelque chose de beaucoup plus grand. Donc il y a vraiment une sagesse de son côté de dire que c'est vraiment la reconnaissance de ses pairs. Et il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se joue, même si ça se joue, il est détaché de sa personne par rapport à ça, même si ça se joue quand il sera mort. Il observe comme un peu de façon visionnaire l'impact positif que ça va avoir. Et c'est marrant parce qu'il y a quand même un pont avec l'enquête sur Saturne qu'on a vue et qu'on a observé par l'humain, parce que ça va participer à la perception, à une nouvelle perception de l'univers des humains, qui va par deuxième effet impacter positivement l'ensemble de l'équilibre de l'univers. Ah,
super. Si on regarde justement cette antimatière, est-ce que c'est ça, nos interférences? Non. C'est pas la même chose? Je me dis que c'est un des composants des... Je sais pas, il me parle de... Comme si 99% des... Je sais pas, j'ai un mot qui n'existe pas là. De tout n'est pas connu. Ouais. Et que ce sera certainement le mouvement d'après, ou s'il était un scientifique maintenant, il s'intéresserait justement au fait qu'on ait une très forte méconnaissance de ce qu'on appelle le vide, alors qu'en fait, dans ce vide est composé d'énormément de choses, et en analysant justement ce vide, on découvrira des capacités, enfin des choses incroyables. Ouais. Oui, parce que du coup, on connaît que la moitié de ce qui existe. Le côté visible, en tout cas. Lui, il me dit on connaît pratiquement rien. Alors, je sais pas exactement, mais qu'il y a un champ informationnel qui pourrait être décrit, et qu'une fois qu'on comprend ce champ informationnel, et il revient, tu sais, à la théorie des cordes, que si tu déconstruis cette théorie et que tu la vois sous un autre angle, comme s'il y avait quelque chose qui était incorrect dedans et que tu l'as reconstruit, et ben en fait tu peux avoir accès justement à ce champ informationnel de tout ce entre guillemets vide, même si le mot n'a pas l'air de correspondre, et que des recherches auront lieu et que ouais, ça peut arriver, mais c'est comme s'il y avait effectivement des choses qui bloquaient, notamment sur la conscience ça remet tellement de choses en question. C'est un peu, tu sais, alors je crois que c'était Moutanier qui avait fait ses expériences sur l'eau et la transmission d'informations dans l'eau. En fait, ce genre de concepts sont tellement révolutionnaires que en fait ça bloque et que c'est apparenté pour certains à de la magie ou de la bêtise, et que c'est aussi discréditer tout un pan de la science que de valider ce genre de théorie. Et c'est ce qui explique pourquoi visiblement ces propositions à lui ne sont pas possibles, ne sont pas envisageables. Ça veut dire que certains doivent se renier en fait. Ouais, c'est ce qu'il dit aussi. Et expliquer que ils doivent mettre certains leur doctorat à la poubelle, parce qu'en fait, en juste une recherche, en fait, ça mettait à mal tout un pan de la bibliothèque, en fait. Et que c'est un mouvement psychologique d'honnêteté intellectuelle qui est trop difficile pour certains scientifiques. C'est son point de vue. Dissonance cognitive. Ouais, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Moi, ça montrait l'antimatière vue par l'humain et les scientifiques, c'est comme si c'était quelque chose de créé, un peu poubelle, dans lequel tout ce qui ne matchait pas avec leur théorie ou leur modèle était mis dans l'antimatière comme pour nettoyer et rendre très lumineux ce qu'il voit, et tous les artefacts ou tout ce qui pourrait contredire ce qu'il dit est mis dans eux leur terme antimatière. Alors eux, leur terme, c'est matière noire et énergie sombre, et antimatière, c'est le modèle Janus. D'accord. Donc le côté matière sombre, c'est un peu ce que pour l'instant le cerveau humain ne comprend pas. Tout à fait. On met des mots, on cherche qu'est-ce que c'est, et on n'arrive pas à trouver, on ne comprend pas. Et en fait, le modèle Janus explique que c'est parce qu'on n'a pas pris le problème dans le bon sens, mais en expliquant cette matière et cette antimatière, ça explique plein de choses. Ok. Ça montre que si tu en tant qu'humain, tu accueilles la notion d'antimatière, en fait, c'est comme accueillir notre principale peur intrinsèque, bon pas pour tout le monde, mais qui est quand même la peur de la mort, et comme ça d'observer une polarité matière-antimatière, et d'observer la matière, c'est comme mourir. Il y a vraiment une notion de mort qui rentre dans cette notion d'antimatière. Et du coup, ça active de la peur. Et tant que c'est observé comme ça, c'est pas observé à sa juste
à sa juste qualification. Ouais, parce que ça voudrait dire qu'il y a un monde où finalement ça va du futur vers le passé, le temps. Et pour nous, c'est pas concevable. Nous, ça va forcément du passé vers le futur. Donc vraiment, c'est un chamboulement déjà théorique très difficile à accepter. Ça va aussi plus loin dans la notion. Moi, j'entends, alors, peut-être que c'est faux, mais dans matière, antimatière, ce que nous, on peut mettre aussi dans manifester, non manifester, et que de passer de quelque chose de manifesté, ce qu'on connaît, c'est la matière dense, à quelque chose de complètement non manifesté, ben, y a des phases de deuil sur l'évolution de l'être humain à faire pour accéder à cette notion de non manifesté. Donc, appréhender le fait que l'antimatière, c'est la vie, c'est-à-dire que sans la matière, il y a la vie, alors qu'on est programmé pour associer la vie à la matière et à notre corps organique. Donc en effet, il y a des process psychologiques et des croyances très fortes qui sont ancrées, mais quelque part depuis la création de l'homme, voilà, qui bloquent une nouvelle perception de ce qui est la vie et de ce qui est la matière. Ah, Ok. on t'entend Mathieu pas. Oui, ça a l'air de l'intéresser ce qu'on fait et il me demande si c'est possible que. Parce que nous, on prend des informations Tu lui qui laisses ton sont. 06. Mais en fait, on reçoit des informations qui justement sont intuitives et qu'on retranscrit en langage. Et il me demande s'il y a la possibilité de retranscrire en formule mathématique. Et pour nous, c'est pas possible parce qu'on n'a pas en fait ce dialogue-là, mais que lui ou un scientifique aurait la capacité de comme prendre ces calculs, les mettre dans un état modifié de conscience et pouvoir les réévaluer dans cet état modifié de conscience. Et il y a comme des ajustements qui des fois peuvent apparaître et d'autres choses qui peuvent justement être s'ajouter. Donc c'est des choses qui semblent l'intéresser et oui, dans ce champ d'information, se rendre compte que c'est comme si tu pouvais, je sais pas comment expliquer, que les maths devenaient justement une espèce de sculpture qui s'intègre dans un plan, et si ça ne s'intègre pas, tu vois là où ça s'intègre pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose qui l'intéresse. Ça montre aussi que même si on n'a aucune connaissance en mathématiques, en état modifié de conscience, on peut tout de même observer une formule et observer sans mettre les connaissances scientifiques, mais là où l'énergie est différente, là où ça va vibrer, là où ça va pas vibrer. Moi, j'ai une formule mathématique devant moi, je suis incapable de la dire, mais quand je la scanne, ça m'attire à des endroits où l'énergie est moins forte et donc ça permet à quelqu'un qui a vraiment une culture mathématique, lui, d'avoir l'information pour savoir sur quelle partie de sa formule il doit travailler. Oui, c'est ça. Comme si les chiffres tombaient ou se décrochaient à certains endroits. Voilà, c'est... Ah ouais, mais il disait que effectivement, il avait plein d'anecdotes et notamment celle où, en dormant, voilà, il y a des idées qui s'imposent à lui et il les teste après dans les calculs, dans les formules mathématiques, puisque lui, c'est sa passion, c'est manier ses chiffres, autant dans l'astrophysique que dans les mathématiques pures, la cosmologie. Il est vraiment multicarte, puisqu'il est même professeur au Beaux-Arts. Ce dessinateur est vraiment un très, très bon dessinateur. Il a été dessinateur de rue en Italie. Il raconte vraiment des anecdotes incroyables, où il explique, voilà, dans toutes ces BD scientifiques, ça s'appelle Anselme Lanturlu, des concepts qu'il a développés à des niveaux très élevés, donc comme une technologie, la magnéto-hydrodynamique, qui est très révolutionnaire pour justement que tu puisses aller aussi vite dans l'air que dans l'espace, que dans l'eau, quel que soit le milieu, avec cette magnéto-hydrodynamique. Tu peux aller toujours très très vite. Et donc nous, on l'a pas développé en France, alors qu'il est français, on aurait dû sauter dessus. Il y en a d'autres qui s'en sont servis et qui ont développé de leur côté une avancée considérable.
fait rager Jean-Pierre Petit, du coup. On est à la traîne. Est-ce que sur ce modèle Janus, on a d'autres informations ou on a fait le tour? Pour moi, c'est bon, j'ai fait le tour. C'est ok. Super. Je vous remercie pour toutes ces informations, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup à vous. Je rate l'enregistrement.